Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques minutes, je reçois Raymond Saint-Germain et on va parler ensemble du protecteur du citoyen du Québec. On aura plus tard à l'émission notre chroniqueuse Ève Cardinal qui nous amène sa chronique sur le sujet du trouble de personnalité limite. Au bloc Espresso et à l'Espresso allongé, il sera question de Parlons Neurones. Alors tout ça dans le menu de Folie douce pour la prochaine heure. On a bien sûr des chansons et on commence dans quelques instants avec la première qui s'intitule Carnaval. La chanson est de Sarah Bourdon. Bienvenue à Folie douce. Vous désirez communiquer avec l'équipe de Folie douce par téléphone? Rien de plus facile. Composez le 514-990-9604. Je m'entretiens maintenant avec mon invité qui est Mme Raymonde Saint-Germain. Bonjour, Mme Saint-Germain, bienvenue à Folie douce. Bonjour, merci M. Bugeaud. Bonjour, vous êtes donc protectrice, la protectrice du citoyen du Québec. Oui. On va parler aujourd'hui justement, le protecteur du citoyen. On veut tout savoir et on va aussi savoir plus sur les enjeux principaux là, au niveau de la santé mentale. Mais d'abord, pouvez-vous nous faire un portrait ou en tout cas une définition de ce que c'est le protecteur du citoyen? C'est pas si connu que ça auprès de la population. Ce l'est de plus en plus, mais je suis d'accord que ça doit être encore plus connu et je vous remercie de me donner l'occasion d'en parler. En fait, le protecteur, son nom le dit, il est le protecteur du citoyen qui croit ne pas être respecté et ses droits non plus par les services publics du Québec, que ce soit un ministère, que ce soit un organisme, un établissement de santé, de services sociaux. Et le protecteur du citoyen, il est indépendant du gouvernement, donc
lorsqu'ils constatent des états de non-respect de droit, des mauvaises pratiques des citoyens qui ont été traités pas comme ils l'auraient dû, il fait rapport directement à tous les membres de l'Assemblée nationale. Donc, il est vraiment indépendant aussi du gouvernement en tant que tel? Oui, indépendant. Le protecteur, la protectrice en l'occurrence, est choisi par les membres de l'Assemblée nationale et a une grande indépendance d'action. Alors, on fait des enquêtes lorsque nous recevons des plaintes de la part de citoyens pour vérifier si effectivement un citoyen a été traité comme il devait l'être en fonction des lois, des règlements, des programmes, des politiques. Et lorsque nous constatons que ça n'a pas été le cas, notre rôle, c'est d'obtenir un traitement correct pour le citoyen lorsque c'est possible. Évidemment, parfois, c'est comme trop tard, mais dans ces cas-là, on fait de la prévention pour que ça n'arrive pas à d'autres citoyens. L'organisation, le protecteur du citoyen, donc, a été fondée à quel moment et pourquoi avoir fondé en fait, comment on peut l'appeler? C'est un service ou c'est un... Oui, c'est un service public, en fait, qui a été fondé, qui est entré en fonction en 1968. Les pays scandinaves ont été les premiers à avoir un protecteur du citoyen. Pourquoi? Parce que, vous savez, plus les gouvernements, les services publics se développent, plus il y a de chances que le citoyen soit perdu dans ce dédale bureaucratique d'une part, et plus il y a de chances aussi où il soit difficile pour lui seul face à une grande machine de bien comprendre et de bien pouvoir défendre ses droits. Alors, au fond, le protecteur du citoyen, il s'assure que David est respecté par Goliath, si je veux faire une image, là. Et un aspect important, c'est que nos services sont vraiment gratuits, sont accessibles, c'est sans formalité. Et un de nos rôles, c'est de nous assurer que le citoyen ne sera pas obligé d'aller devant le tribunal pour faire respecter ses droits lorsque certains dossiers pourraient même mener jusqu'à des poursuites judiciaires contre le gouvernement. Alors, c'est économique pour tout le monde, vu dans ce sens. Oui. Et combien de demandes vous pouvez avoir? Est-ce que c'est un long processus? C'est un peu ça aussi la question. Les gens peut-être s'attendent à ce que ça va être très long, donc ils n'osent pas peut-être vous appeler. Comment on peut expliquer ça aux gens? Est-ce qu'il y a beaucoup d'attentes? Évidemment, ça dépend des dossiers. Pour les demandes, on en a grosso modo 20 000 par année. Et ça n'arrête pas, ça augmente tout le temps. Pour le processus, comme c'est un recours sans formalité, le plus accessible possible, on essaie d'être très rapide, d'agir avec diligence, mais évidemment, il faut quand même bien traiter les dossiers. On a une façon d'examiner les dossiers à l'entrée selon le risque, si bien que quand il y a un risque pour la santé, pour la vie des personnes, on va agir en priorité. Mais je vous dirais qu'une majorité de nos dossiers avec les ministères et organismes, on a des réponses conclues en moins de 20 jours. Quand c'est un dossier de la santé, ça peut être plus long, mais c'est très rare qu'un dossier va dépasser un délai de 3 mois de traitement. Et je dois vous dire aussi, vous parlez des gens qui peuvent craindre de venir chez nous. Il y a une raison pour certains, c'est ils sont gênés de parler de leur situation personnelle. Et moi, je veux dire à vos auditeurs, on est habitués tous les jours d'entendre des dossiers, des situations intimes de citoyens. On est là pour ça, on est formé pour ça et on agit privément dans le sens où on ne dévoile pas les noms des citoyens, c'est interdit par la loi et on est vraiment habitué. Alors, il ne faut pas être gêné de nous dire tout ce que vous avez à dire, tout ce que vous pensez utile pour qu'on vous aide à régler un problème avec un organisme public. Dans nos auditeurs, évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont eu des problèmes de santé mentale ou qui connaissent des gens qui ont eu des problèmes de santé mentale. Donc, vous avez des cas de tout genre, mais il y a aussi des cas qui se rapportent à ce sujet-là. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu plus de détails peut-être ou peut-être des exemples pour donner l'idée aux gens quel type de plainte ou quel type d'approche ils peuvent faire avec vous? Oui, c'est très bien et je dois vous dire, dans la population, vous le savez, beaucoup de citoyens ont ou auront des problèmes de santé mentale. On parle d'une personne sur 5 et puis il y a tous les proches aidants qui sont appelés à intervenir. Donc, c'est très important. On a un nombre important de plaintes. Je vous dirais, très souvent, les endroits ou les services publics qui sont visés par nos plaintes, on va se plaindre, par exemple, de la prise en charge de quelqu'un à l'urgence d'un hôpital. Pas nécessairement un hôpital spécialisé en santé mentale. Dans certains cas, des gens vont consulter pour un problème physique, mais comme ils ont un dossier en santé mentale, on va les référer à l'urgence santé mentale. Alors,
Ça, c'est pas correct et donc on s'en plaint chez nous. Des centres d'appel d'urgence, dans certains cas, l'évaluation de la personne est soit faite de manière exagérée ou est faite d'une manière inadéquate. Des CLSC, des services qui sont pas suffisamment accessibles en temps opportun. L'hébergement en santé mentale, ça c'est important. Des situations où la personne a été hébergée sans son consentement ou dans des conditions qui ne respectent pas ses droits. De plus en plus, et ça c'est nouveau, les organismes communautaires, les centres par exemple de crise, les services d'accompagnement, les comptoirs d'aide alimentaire, ont pas toujours l'expérience ou le savoir-faire pour bien accompagner, bien supporter les personnes. Alors, c'est des plaintes qu'on a aussi. Bien sûr, des sujets récurrents et malheureusement pas encore toujours réglés, les conditions de mise sous garde qui sont pas toujours dans le respect du droit de la personne de consentir, qui sont pas toujours dans le respect de la loi qu'on appelle P38, des mesures de contrôle qui sont des mesures déguisées. Par exemple, on va parler d'isolement. Dans les dossiers médicaux, on constate parfois que on n'a pas indiqué qu'on avait mis une personne en isolement parce que on n'avait pas le droit de le faire. Alors, ce qu'on va écrire, c'est plan de chambre où on va laisser une porte entrouverte avec un gardien de sécurité, ce qui, quant à nous, veut dire de l'isolement, de l'injection, entre autres, de substances chimiques sans le consentement et de manière prématurée. Alors, vous voyez différents aspects qui sont liés au consentement aux soins ou à son non-respect. Des délais d'attente, bien sûr, en santé mentale comme dans d'autres services. Alors, et beaucoup d'autres choses, mais ça vous donne une idée là, du genre de dossier qu'on est appelé à traiter et pour lequel on cherche là, des correctifs pour les citoyens. Les gens qui appellent donc le protecteur du citoyen, il y a du personnel quand même pour répondre aux appels. Vous dites quand même, c'est pas un délai si long, 3 mois dans certains cas. Mais est-ce que la suite, c'est quoi? Est-ce que votre but, votre mandat, c'est d'aller régler la situation ou comment on peut... c'est de régler la situation d'abord pour pour le plaignant, mais aussi pour tous, en d'autres termes. Et ça, c'est intéressant, c'est notre rôle ou notre effet préventif. Lorsqu'on constate auprès d'un centre hospitalier que les notes sont mal tenues au dossier, qu'on fait de l'isolement déguisé alors que c'était pas une situation qui requérait de l'isolement, mais à ce moment-là, on va faire une recommandation pour que ça cesse immédiatement dans le dossier du citoyen. En passant, l'isolement, c'est ce qui nous fait intervenir en urgence. Ça, c'est un dossier très prioritaire. Mais on dit aussi à cet établissement-là, vous n'avez pas le droit de faire ça. Moi, je fais rapport directement au président des conseils d'administration, donc la plus haute autorité de l'établissement, et on leur dit à ce moment-là soit de se donner des politiques ou parfois les politiques sont déjà très bonnes, mais de s'assurer du respect des politiques. Donc, on a des moyens d'agir. Nos pouvoirs, c'est les pouvoirs d'une commission d'enquête. On peut amener toute personne à témoigner. On a accès à tous les dossiers. On entre dans les établissements sans barrière, sans frein. Là, on a une obligation de nous faire, de nous donner l'accès. Alors, on a quand même des moyens qui sont importants et qui nous amènent justement à régler des problèmes. Oui, vous êtes protectrice du citoyen depuis plusieurs années. Est-ce que c'est sûr qu'en regardant ça comme ça, avec les 20 000 demandes ou 20 000 personnes qui appellent, ça peut devenir une espèce de grosse montagne. Mais est-ce que de votre côté, est-ce que vous êtes fiers de certains coups, certaines victoires que le protecteur du citoyen a pu améliorer, en fait, pour améliorer la qualité de vie des gens, surtout peut-être en santé mentale? Oui, c'est clair. Notamment dans le plan d'action en santé mentale qui vient de paraître là, il y a quelques mois, le nouveau plan d'action après 5 ans de vide sur ce plan-là. Il y a quand même sur le plan du contrôle de l'injection de substances chimiques des restrictions qui sont maintenant devenues beaucoup plus grandes, donc ça devrait arriver moins souvent. On reconnaît l'intégration de la primauté de la personne dans le plan d'action, l'importance d'une place beaucoup plus grande à la famille et aux proches dans l'accompagnement, dans le support. Au niveau de l'intervention policière, lorsqu'il y a des enjeux liés à la loi P38, des manières de faire, des formations pour les policiers qui vont permettre une action beaucoup plus, je dirais, pacifique et respectueuse des droits des personnes. Alors, ça, c'est vraiment, je dirais,
dans ce qui est plus général ou collectif, une fierté du protecteur du citoyen. Puis il y a aussi beaucoup de dossiers qu'on règle tous les jours qui sont pas, vous savez, dans les médias ou qui sont pas apparents, mais pour lesquels, après une journée d'isolement en chambre, on a réussi à faire sortir une personne, à rétablir son autonomie, à s'assurer qu'elle ne sera pas privée de ses droits. Dans certains cas, on a fait en sorte que des gens, on cesse immédiatement la contention là, sur un appel téléphonique en disant non, écoutez, ça n'a pas de bon sens. Alors, c'est toutes des situations comme ça qui, au total, font en sorte que il y a des personnes, une par une, qui deviennent nombreuses, qui ont été traitées convenablement et qui ne l'auraient pas été si on n'avait pas pu être là pour les défendre. Mais ça, c'est excellent. Effectivement, c'est un effort collectif, mais c'est encore une fois, j'espère que les gens vont pouvoir profiter de votre service, parce que je pense que c'est quand même un service qui est là pour rester et qui protège les gens. C'est bien de le faire connaître. Comment les gens peuvent justement prendre des informations? Est-ce que vous avez un site web? Est-ce que sur le site web, il y a... qui est le www.protecteurduscitoyen.qc.ca. On a aussi une ligne directe sans frais là, de partout au Québec. C'est le 1-800-463-5070. Et il ne faut pas se gêner. Parfois, c'est pas nous qui pouvons vous aider, c'est une autre personne, mais notre politique, c'est de dire que vous n'êtes jamais au mauvais endroit au protecteur du citoyen. On va vous référer au bon endroit. Si c'est pour un ministère ou un organisme, on agit tout de suite premier niveau. Dans le réseau de la santé et des services sociaux, il y a un commissaire local aux plaintes et à la qualité des services qui, de façon générale, doit être appelé en premier. Mais quand la personne, le plaignant ou ses proches craignent des représailles, quand il y a des difficultés, il faut quand même nous appeler et puis on voit ce qu'on peut faire, même si c'est au premier niveau, là. Oui. Et on s'assure vraiment qu'il y a une intervention adéquate qui va être faite. Et si on n'est pas sûr, justement, s'il y a une plainte à formuler, à ce moment-là, en vous appelant, on va avoir la certitude ou on va avoir la bonne information. Donner des conseils, il n'y a aucun problème. Oui. Et encore une fois, je le redis, tous les sujets, on peut les aborder avec le protecteur du citoyen. Ça va rester entre nous, ça va rester confidentiel. Et il faut vraiment pas se gêner. Vous savez, le protecteur s'occupe, entre autres, du respect des droits résiduels, donc de tous les droits, sauf celui à la liberté, des personnes qui sont détenues. Oui. Et ces personnes-là, souvent, sont très gênées de nous appeler parce que, bon, ils ont commis normalement un crime et sont très malheureux. Mais il y a tellement de détresse dans leur situation. Alors, on a un service pour eux et avec le temps, on constate combien c'est important de s'assurer que toute personne, quelle que soit sa condition au Québec, les services publics comprennent sa situation, la respectent et respectent ses droits. Puis vraiment, c'est notre rôle et je le redis, on est là pour tous les citoyens. Bien, Madame Saint-Germain, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci de nous avoir expliqué un peu mieux le protecteur du citoyen. Vous êtes donc la protectrice du citoyen. On compte sur vous. Donc, on est bien content que vous soyez là pour représenter en fait les différentes problématiques que les gens peuvent vous rapporter. C'est un travail vraiment important et je suis là avec toute une équipe très compétente. Alors, on est là pour vous, donc n'hésitez pas à nous appeler. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres à Folie douce. Merci. Au revoir. À vos auditeurs. Oui, bonne continuité. C'était donc Mme Raymonde Saint-Germain, protectrice du citoyen du Québec. Je rappelle les coordonnées protecteurduscitoyen.qc.ca pour le site web et le téléphone 1-800-463-5070. Tears, how they
Vous syntonisez l'émission Folie douce, celle qui vise à changer les perceptions négatives reliées au monde de la santé mentale. On y va maintenant avec notre bloc Espresso. Alors, Pierre Laporte, bonjour. Salut, Yvan. Bonjour, Pierre Justin Malo. Bonjour. Parlons neurones, Pierre. Oui. C'est ça le thème. Oui, c'est le titre que j'ai donné à l'Espresso pour aujourd'hui. En fait, parfois, j'aime ça aller voir ce qui se fait du côté de la recherche et aussi du côté de la reproduction des cellules nerveuses. Parce qu'on a longtemps pensé que les cellules nerveuses ne se reproduisaient pas. Ouais. On pensait que... Souvent, c'est brûlé puis c'est fini. On venait au monde avec un certain nombre de cellules dans le cerveau et dans le corps en général. Et ces cellules pouvaient se réorganiser, c'est-à-dire de tisser de nouvelles liaisons les unes envers les autres, mais pas de se reproduire. Se régénérer. De se régénérer. Ouais. Mais on sait aujourd'hui que c'est faux. Mais c'est pas pour demain matin, la veille. Mais c'est encourageant. Que les gens qui sont en fauteuil roulant vont se remettre à marcher. Okay. Mais voici quelques extraits d'articles. Oui. C'est pas spécifiquement uniquement pour les gens qui souffrent de problèmes de santé mentale. C'est de façon générale sur le cerveau. Oui, pour le cerveau et le système c'est un grand inconnu, nerveux. D'ailleurs, le cerveau, qu'on apprend à connaître encore aujourd'hui, effectivement. On en connaît de plus en plus, cependant. Alors, je commence par un article qui s'appelle « L'alcool détruit-il les cellules nerveuses du cerveau ?» C'est un court article que j'ai rencontré sur le site canoë.fr, un site français. C'est écrit « Ce n'est plus un secret, l'alcool a de multiples effets délétères sur notre organisme et le cerveau. » est l'un des organes les plus touchés. Depuis longtemps circule ainsi une croyance, celle que l'alcool tue les cellules nerveuses. Mais le mythe est-il vrai? Selon les historiens, cette croyance pourrait provenir de la période de la prohibition aux États-Unis. Alors que l'alcool devenait illégal, ces détracteurs semaient l'idée que le liquide pouvait s'enflammer chez les alcooliques, dû à la quantité d'alcool dans le sang. Et plus encore, ils ont fait courir la rumeur que l'alcool détruisait les cellules du cerveau. Dans la mesure où l'ivresse conduit le plus souvent à agir bêtement, on le sait, qu'elle ralentit les mouvements et perturbe le langage, les symptômes correspondaient parfaitement à la rumeur. Ce n'est que 60 ans après que le mythe a enfin été brisé. En 1993, des scientifiques ont prélevé des échantillons de cerveau sur des sujets qui ne buvaient pas et sur d'autres ayant une grosse consommation d'alcool. En comparant les deux prélèvements et en étudiant le nombre de neurones, ils n'ont constaté aucune différence notable qui serait liée à l'alcool. Une petite soirée alcoolisée ne détruira pas vos cellules nerveuses. Néanmoins, cela ne signifie pas que l'alcool ne perturbe pas le cerveau et son fonctionnement, loin de là. L'ingrédient contenu dans les boissons alcoolisées causant l'ivresse est l'alcool éthylique. Et normalement ingéré, il est métabolisé par le foie, se transforme en acétate avant d'être évacué du corps. Lorsqu'une personne boit en grande quantité et trop vite, le foie ne peut plus travailler assez vite. Le surplus d'alcool se retrouve alors dans le sang et finit par atteindre le cerveau. À cet endroit, l'alcool a plusieurs conséquences, dont celle de détériorer l'extrémité des fameuses neurones qu'on appelle les dendrites, soit les fils conducteurs. Or, ces structures jouent un rôle crucial dans la transmission des messages entre les cellules. Comme elles sont endommagées, la communication s'en trouve perturbée, ce qui joue notamment sur la coordination moteur, le langage et l'apprentissage. Voilà pourquoi une personne ivre a du mal à marcher droit et à avoir les idées claires. Toutefois, les dommages causés sont réversibles. Et arrêter de boire longtemps permet au cerveau de se régénérer, à condition que la consommation ne soit pas trop importante ni régulière. Il ne s'agit cependant pas ici d'un encouragement à la consommation. En grande quantité et de façon répétée, l'alcool peut être responsable de nombreux troubles au niveau du cerveau. En particulier chez les adolescents dont le cerveau est encore en développement. Et si l'alcool ne tue pas les cellules nerveuses, il peut conduire à long terme à une sévère addiction et à des effets graves sur beaucoup d'autres organes, entraînant cancer, troubles cardiaques ou encore maladies du système digestif. Oui, donc, surtout le foie. Surtout le foie, oui. Alors, on conclut en disant trinquer, mais avec modération. Parce qu'il y a effectivement des bienfaits. C'est toujours une question de modération, mais l'alcool, il y a certains bienfaits. Il y a certaines études qui vont sortir que certains
Certains alcools peuvent Oui. être bénéfiques Il y chez a, certains il y a points. beaucoup de gens dans beaucoup de pays qu'un verre de vin tous les soirs, Oui. c'est Il y en a régulier. qui vont dire que ça contribue à une plus longue vie. Oui, Mais je ne sais pas si c'est prouvable encore. il faut voir. Sur un autre article aussi sur le site santé.le Figaro, une greffe de neurones peut réparer le cerveau abîmé. Des chercheurs, un texte écrit par Mme Soline Roy, qui est journaliste en médecine. Des chercheurs français et belges ont pu remplacer une zone lésée du cortex. Le cortex, c'est la couche périphérique du cerveau. Une prouesse réalisée chez la souris qui ouvre de nouveaux espoirs pour soigner l'homme. Réparer le cortex abîmé, un peu comme la peau sait se régénérer pour effacer la moindre égratignure. La prouesse réalisée par des chercheurs français et belges. Notre cerveau est un organe dont la puissance n'en égale que sa fragilité. Il est certes doté d'une formidable plasticité. N'essayez pas de devenir contorsionniste à l'âge adulte. Votre corps n'y résistera pas, mais au prix de quelques efforts, vous pourrez apprendre le chinois ou l'art d'observer les étoiles. Cependant, si une lésion survient à cause d'un AVC, d'une lésion traumatique, d'une maladie neurodégénérative, etc., il ne sait pas reconstruire les cellules et connexions disparues. La seule solution est alors d'apprendre au prix d'une longue rééducation à passer par d'autres chemins pour retrouver les capacités perdues. Alors je vais m'arrêter ici, mais je vais poursuivre un peu plus tard dans l'émission. Oui, donc parlons neurones, toujours encourageant. Un beau sujet, Pierre. Merci beaucoup. On poursuit à l'émission Folie douce. À venir dans l'émission Folie douce, Ève Cardinal, notre chroniqueuse, nous amène son sujet, le trouble de personnalité limite. À l'Espresso allongé, nous poursuivons sur le sujet Parlons neurones. Vous entendrez aussi en chanson Béatitude de Daniel Bélanger et Fil de téléphone de Les Hey Babies. Vous souhaitez réagir aux propos de l'émission, vous désirez participer à Folie douce, vous avez des suggestions, écrivez-nous par courriel à l'adresse foliedouce@antenne.qc.ca ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis près de 25 ans. De retour au micro dans quelques instants. La santé mentale est un vaste monde. Venez avec nos chroniqueurs qui nous amènent en territoires inconnus. C'est avec plaisir que je reçois à nouveau notre chroniqueuse Ève Cardinal. Bonjour Ève. Bonjour Yvan, ça va bien? Bonjour, ça va bien et toi-même? Oui, super. Bienvenue encore une fois à Folie douce. Bien, merci. Tu vas nous présenter aujourd'hui un autre sujet qui est intéressant et qui mérite d'être notre attention parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent, mais on ne sait pas trop ce que c'est. On pense peut-être le savoir, mais on va peut-être en savoir plus aujourd'hui. C'est le trouble de personnalité limite. On entend souvent ça, tu sais, les gens disent je suis borderline, ça veut dire un peu la même chose, trouble de personnalité limite. Oui, en fait, c'est un synonyme, c'est-à-dire que trouble de la personnalité limite, souvent on l'appelle le trouble borderline en anglais. D'ailleurs, c'est le terme qu'on entendait le plus souvent avant justement que, permettez-moi l'expression, puis c'est surtout pas pour minimiser la souffrance des personnes qui souffrent de trouble de la personnalité limite, mais le fameux TPL. Dernièrement, en tout cas moi personnellement, je peux dire que dans mon propre entourage, j'entends
beaucoup ça. Hein, on sort de chez le médecin avec une prescription, une petite pilule, puis on se fait dire t'es TPL, t'es borderline. Ça tombe comme une espèce de coup près, hein, parce que selon les symptômes, selon qu'est-ce qu'on peut entendre dans les films, dans la littérature, c'est tout de même quand même un symptôme ou une maladie mentale qui peut devenir quand même assez grave, entre guillemets. Mais est-ce que c'est si dramatique que ça? Puis comment ça se caractérise? C'est ça que, en fait, en ce moment, on pourrait essayer de démystifier en quelques minutes. Oui, c'est un sujet bien super sûr. complexe, là. Mais donc, c'est un petit peu le but là, de cette conversation-là avec laquelle je veux t'amener puis que je veux amener nos auditeurs. Là, souvent aussi, je me dis, c'est le type de problématique que les gens vont utiliser un peu à toutes les sauces. Ils vont dire, t'es borderline ou j'ai l'impression que je suis borderline, mais sans trop avoir parce que c'est un diagnostic, c'est un vrai diagnostic, là, la personnalité limite. On peut s'entendre là-dessus, je pense. C'est un vrai diagnostic, mais comme toute maladie mentale, hein, c'est assez vaste parce qu'on parle pas d'une science exacte. Donc, théoriquement, le trouble de la personnalité limite en soi, on appellerait ça la maladie de l'hyper-émotivité. Okay. Alors, c'est quand les émotions, puis on le confond hein, souvent, on peut confondre avec notamment le trouble bipolaire, le trouble aussi de la personnalité multiple, parce que les personnes, souvent, qui ont un trouble de la personnalité limite, veulent à tout prix être aimées. Elles ont peur d'un abandon. Elles ont une peur effrénée de l'abandon. Donc, elles peuvent changer des fois de comportement ou de façon d'agir, dépendant de la personne avec qui elle est, par désir de plaire. Alors, comme je disais, tu sais, la fameuse maladie des émotions qu'ils disent, mais on s'entend-tu pour dire aussi que tout le monde a des émotions? Alors, où est-ce que ça part? Où est-ce que ça s'arrête? C'est là que ça peut devenir complexe. Est-ce qu'avoir des hyper-émotions, c'est une maladie? C'est là qu'on peut aussi se questionner. Mais par contre, il y a certains symptômes, certaines caractéristiques qui peuvent quand même donner un certain signal d'alarme sur un degré plus ou moins variable, si on veut, de troubles de la personnalité limite. Oui, c'est surtout ça que les gens doivent faire attention. Donc, peut-être les pistes ou en tout cas les symptômes, comme tu dis. Bien, en fait, je voudrais surtout pas non plus catégoriser, hein, puis que les gens se disent, bon, ben ça y est, tu sais, je suis TPL, je suis borderline. Puis même si on l'est, hein, c'est pas, entre guillemets, la fin du monde en soi. Mais on peut parler, comme je disais, là, de peur de l'abandon. Alors, réel ou imaginaire, ces gens-là, souvent, vont se dire, ben je vais provoquer le rejet parce que de toute façon, on va m'abandonner d'une façon ou d'une autre. Alors, avant que la personne que j'aime tant, hein, que j'ai peur qu'elle m'abandonne, ben je vais partir avant. Okay? Ouais. Souvent, ça peut être une caractéristique. Ensuite, on parle de relations interpersonnelles intenses. Alors, souvent très chargées en émotions, des hauts, des bas, qui souvent sont très restreints dans le temps. Contrairement à une personne bipolaire qui peut avoir des phases qui peuvent durer plusieurs jours, plusieurs semaines, la personne qui a un TPL, ça peut durer même quelques minutes, puis tout à coup, bien, en fait, les émotions se régulent et redeviennent normales. On parle aussi d'une difficulté à apaiser soi-même sa détresse. Hein. On a besoin d'une autre personne. On peut parler un peu d'une certaine dépendance affective. Alors, sans l'autre personne, on ne peut apaiser sa douleur. On a besoin du support physique, psychologique d'une autre personne. Du moins, on croit qu'on en a besoin. Ensuite, d'une difficulté à contrôler sa colère, des colères intenses. La recherche de sensations fortes. Hein, ça, c'est très marqué chez les personnes qui ont un TPL. Donc, on peut parler d'automutilation, en fait, de jeux compulsifs, d'alcoolisme, de dépendance à la drogue. Et notamment aussi, c'est pour ça que dans mon blog aussi que j'ai écrit, je faisais un clin d'œil au roman de Marie-Cécile Labrèche et au film Borderline avec Isabelle Blais. Alors, si on pense tout comprendre en voyant le beau corps de déesse d'Isabelle Blais, puis bon, son penchant pour son prof de maîtrise, c'est plus complexe que ça, mais reste que dans le film, on voit que le personnage a une tendance à une hypersexualité dans le désir, encore une fois, de ne pas se faire abandonner, donc de plaire à la personne. Et aussi, il y a une caractéristique notable, c'est malheureusement, j'ai parlé du suicide lors de ma dernière chronique, de gestes suicidaires, donc que ce soit de menaces pour que la personne sente qu'elle est aimée, qu'elle ne sera pas abandonnée, donc de menacer et même de
passer à l'acte. Il y a quand même un grand pourcentage, un pourcentage important de personnes qui vont passer à l'acte, malheureusement. Donc, c'est pour ça que c'est quand même pas non plus à prendre à la légère. Est-ce que c'est plus de femmes ou d'hommes? Est-ce que c'est assez égal, les gens qui sont touchés par la problématique de personnalité limite? En fait, ça touche un peu plus les femmes que les hommes, mais pas un pourcentage qui est disproportionné. C'est, je crois, 1 ou 2% de plus dans le cas des femmes. Par contre, dans le cas des hommes, ils vont avoir tendance à avoir des comportements plus sévères en termes d'automutilation et de violence vis-à-vis eux-mêmes et même vis-à-vis les autres quand on parle de colère disproportionnée. Mais il faut encore une fois bien s'entendre que ces gens-là peuvent et fonctionnent normalement, entre guillemets, de façon très fonctionnelle dans la société, et que les personnes qui en souffrent le plus, ce sont eux, parce qu'elles portent un masque, et leur entourage, parce que c'est une souffrance qui ne se voit pas. Donc, c'est pas quelqu'un qu'on peut dire qu'il y a des symptômes qui sont apparents, et la personne qui ne se sent pas bien à l'intérieur va tout faire pour ne pas que ça paraisse. Pour pas montrer ça. Donc, c'est encore plus difficile à déceler, là. Et quelles sont tu vas peut-être y arriver, mais quelles sont les façons d'aider la personne? Est-ce qu'on peut parler de médication? Parce que quand on parle de ça, c'est un peu comme un manque de confiance. Les gens peuvent avoir un manque de confiance dans la société donc comment qu'on peut régler cette... Bien, en fait, comme je me prétends jamais être une psychologue ou un médecin, c'est sûr que selon mes lectures, effectivement, la thérapie cognitivo-comportementale peut aider à ce niveau-là. Des fois accompagnée de médicaments, dont des antidépresseurs, mais il y a notamment aussi un changement à faire au niveau de son intériorité et de sa capacité aussi à s'adapter à soi-même, parce qu'une personne TPL doit être en constante évolution avec elle-même. Il faut noter aussi que c'est une maladie ou des symptômes qui peuvent notamment apparaître à la fin de l'adolescence, au début de l'âge adulte, et que souvent ça peut se résorber avec des bons traitements vers le début de la quarantaine. Okay. Donc, tu sais, on parle d'un melting pot. Il y a de l'espoir, quand même. Oui, il y a de l'espoir, mais surtout, qu'est-ce qu'on fait là, en bon québécois, là? Quand on est TPL, quand on a des symptômes aussi, on peut avoir vécu avec une personne qui a été TPL sans l'être nécessairement, mais avoir des répercussions. Alors, et pour aussi l'entourage, donc on parle d'un usage sain de la colère, de lâcher prise et de reprendre le contrôle, ou du moins d'essayer, d'apprendre à gérer son stress, d'apprendre à s'aimer pour mieux séduire l'autre. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant, parce que les personnes TPL vont chercher à séduire, mais ne penseront pas à eux dans ce processus-là, de qu'est-ce que d'être bien avec soi-même avant de... Ouais. Oui, donc ils vont penser à aimer l'autre, à séduire l'autre, avant d'apprécier que l'autre aussi l'apprécie à sa juste valeur pour ce qu'il est ou elle est lui-même. Oui. Et évidemment, prendre confiance et s'affirmer, ça va un peu avec tout le reste. Et aussi apprendre à vivre avec sa famille et son entourage, parce que c'est pas facile non plus pour la famille et l'entourage, il faut se le dire, pas plus que c'est facile pour une personne TPL. Puis en passant, si ça t'intéresse, Yvan, et que ça intéresse nos auditeurs, je vous invite à visiter mon blog qui en parle un petit peu plus en détail. Donc, c'est casse-tête avec un trait d'union, .simplesite.com. Donc, au lieu de te dire, peut-être à moins que tu veuilles que j'en dise un peu, mais toutes les références, elles sont toutes là. Il y a des suggestions de lecture. Voilà. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, Ève, aussi, au début, un peu plus tôt dans ta chronique, c'est que tu disais que oui, c'est une problématique, trouble de personnalité limite, sauf que en soi, on se dit souvent, tu sais, si les gens étaient tous normaux, entre guillemets, et sans problématique, le monde serait assez plate. Alors que là, toi, tu dis, il y a quand même des bons côtés dans ce genre de personnalité-là. Ça met de la couleur dans la vie. Là, oui. Donc, quelles sont justement les bonnes facettes, les belles facettes peut-être des personnes qui ont des troubles de personnalité limite? Bien, absolument, parce qu'elles en ont beaucoup. Puis c'est comme je l'ai dit, c'est beaucoup plus répandu que qu'est-ce qu'on pense, puis à divers degrés. Donc, ce sont des personnes qui ont une kyrielle de traits de personnalité positifs, dont ce sont des individus enthousiastes, créatifs, passionnés, artistiques souvent, empathiques, juste intelligents et altruistes, parce que vu
qu'elles sont hyper émotives, elles ont une grande capacité à se mettre dans la peau des autres. Oui. Donc, elles vont souvent occuper des emplois de relations d'aide, de justice, d'équité, même en politique, mais dans le bon sens du terme, pour justement bâtir un avenir meilleur. Ces gens-là font également preuve d'une grande générosité, peut-être des fois un peu trop, parce que comme elles n'ont pas de limites, elles ont tendance, à pas mettre de limites et à vouloir beaucoup donner, mais ce sont, oui, des personnes qui sont très généreuses. Elles ont souvent gardé leur cœur d'enfant, ce qui est une qualité aussi dans tout processus de création et dans toute nouvelle initiative. Oui, absolument. Donc, par contre, c'est juste un changement de perspective dans ces situations-là qui est essentiel pour simplement aider à développer ces caractéristiques-là de la personnalité limite, puis d'en faire, somme toute, une expérience ou pas une expérience, mais un état d'être qui peut devenir enrichissant. Si oui, il s'agit de prendre les bons côtés de la chose et de tenter d'améliorer les moins bons, puis à ce moment-là, de vivre plus en harmonie avec soi-même, là, tout simplement. Exactement. Puis, on peut aussi faire comprendre à cette personne-là aussi que, en fait, sa manipulation, c'est parce que des fois, on peut vouloir être manipulateur quand on veut être aimé, hein? Puis ça, c'est n'importe qui. Ben, en fait, ça lui servira pas plus à elle, puis qu'on l'aimera pas moins ou pas plus pour autant. Ouais. Puis il faut pas non plus les traiter comme des enfants, parce que c'est pas des enfants, c'est des adultes. Puis c'est-à-dire, il faut essayer de les intégrer, puis justement de les déstigmatiser par rapport à ça, puis somme toute, justement, d'en faire une perspective de développement intérieur et en société aussi. Et ce que je retiens le mieux, et qu'on pourrait faire avec tous les êtres humains, c'est de faire en sorte que la personne soit vraiment elle-même. Tu sais, on veut quelqu'un qui est différent, donc souvent la personne va être aimée pour elle-même, si elle est elle-même, tout simplement. Là. Exact. Puis c'est quoi la normalité, finalement? Exactement. Ça serait plate, plate. La normalité, on est mieux d'avoir des fluctuations, c'est toujours mieux. Merci beaucoup, Ève, d'avoir été des nôtres. J'aimerais ça que tu rappelles, avant de terminer, l'adresse de ton blog pour avoir toutes les références sur le trouble de personnalité limite dont on vient de parler. Bien oui, merci, ça me fait plaisir. Donc, c'est casse-tête avec un trait d'union. Je sais que le site est long, donc casse-tête-d'union.simplecite.com. Parfait. Merci beaucoup, Ève Cardinal, d'avoir été des nôtres. À la prochaine. À bientôt. Au revoir. Bye. Et si les heures s'écoulent encore, pour moi qui me lève au matin, si le soleil épouse mon corps, je ne remercie personne. Personne ne vivre un jour de plus, de me gaspiller à temps perdu. Me perdre si l'idée m'en vient, sans anxiété ni pharmacien. Oh, tant que j'aurai ce cœur qui bat pour tout ce qui est autour de moi, c'est comme de la béatitude pour tout ce qui est autour de moi. Ça fait de mon cœur un cœur qui bat. C'est comme de la béatitude. Et puis j'ai pleuré ce petit moi qui m'a quitté sans me saluer. Et puis du monde quel qu'il soit, qu'en était l'amoureux dévoué. J'y ai vu là tout mon désordre, tous les effets de mon tournis. Là où soi-même on se saborde, je sais que tu comprends mon ami. Oh, tant que j'aurai ce cœur qui bat pour tout ce qui est autour de moi, c'est comme de la béatitude. Tout ce qui est autour de moi, ça fait de mon cœur un cœur qui bat. C'est comme de la béatitude.
un cœur qui bat pour tout ce qui aime autour de moi. C'est comme de la béatitude, tout ce qui est autour de moi. Ça fait de mon cœur un cœur qui bat. C'est comme de la béatitude, c'est comme de la béatitude. Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site internet au www.antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. De retour au micro en compagnie de Pierre Laporte et Ghislain Malo. Tel que promis, Pierre, tu continues sur ton sujet Parlons neurones, oui. Entamé plus tôt à l'émission. Oui. Alors, je continue avec mes articles. Madame Afsaneh Gaillard, qui est responsable de recherche au laboratoire de neurosciences à l'Université de Poitiers en France, dit « Nous sommes les premiers à montrer que l'on peut réparer du cortex cérébral, en l'occurrence du cortex visuel. » On a pu greffer des neurones dans le cortex visuel lésé de souris adultes et observer le rétablissement neuroanatomique et fonctionnel de la zone cérébrale. Une première mondiale réalisée grâce à une arme, ce qu'on appelle la thérapie cellulaire. Ils ont d'abord dû obtenir les bons neurones à partir de cellules souches embryonnaires cultivées in vitro. Une centaine de types de neurones différents peuplent le cortex, organisés en 6 couches et en aires cérébrales distinctes. Puis, les chercheurs ont greffé les cellules obtenues et ont observé 12 mois durant leur comportement. Madame Gaillard dit « Le système était en place après 1 mois et demi et des connexions se sont formées. Nous avons greffé des progéniteurs de neurones visuels, des cellules immatures qui, après la greffe, se sont encore développées puis ont établi les bonnes connexions avec les bons neurones. En stimulant l'œil des souris, nous avons vu s'activer les neurones greffés. Et après 12 mois, la greffe avait pris chez 61% des animaux. L'étude suggère aussi que pour qu'un cortex puisse bénéficier d'une greffe neuronale, celle-ci doit être réalisée avec des neurones correspondant à la zone lésée. Madame Gaillard dit en conclusion qu'elle espère désormais pouvoir obtenir d'autres types de neurones, en particulier des neurones moteurs. Nous allons aussi tester ces greffes chez les singes qui sont plus proches de l'homme, car le cerveau humain est plus complexe que celui de la souris. Il est plus grand, donc les neurones greffés devront aller plus loin et projeter de plus grandes connexions axonales. Ça va prendre quand même beaucoup de temps pour le tester sur les humains. Là. Oui, ça prend du temps. Ça avance tranquillement, mais ça avance. Il y a de l'espoir. Maintenant, autre article qui est intitulé « Les neurones peuvent se régénérer » sur le site lefigaro.fr, un article de Mme Martine Lockwarn, qui est journaliste médicale. Elle nous dit, selon une récente étude suédoise, le cerveau est capable de se régénérer en produisant de nouveaux neurones fonctionnels, une piste encourageante dans la prévention du vieillissement cérébral. Des chercheurs suédois ont publié les résultats d'une étude qui établit que la production de nouveaux neurones dans l'hippocampe chez l'homme, une partie du cerveau qu'on croyait infime, est loin d'être négligeable, puisqu'elle représente chaque année presque 2% de neurones nouveaux dans cet organe, siège du stockage des souvenirs. Madame Claire Rampon, qui travaille à Toulouse, dit « Ces nouveaux neurones pourraient fournir un potentiel pour le codage de nouvelles informations. » Ce qui est aussi nouveau, dit-elle, c'est que selon cette étude, cette production se maintiendrait de façon stable jusqu'à un très grand âge. De plus, le taux de renouvellement est proche de celui qu'on observe chez la souris. Résultat à confirmer, bien sûr. Car des marqueurs fluorescents intégrés dans les neurones d'hippocampe de souris montrent que les nouveaux neurones formés en continu chez cet animal établissent des connexions fonctionnelles. C'est ça qui est important au fond, c'est que ces nouveaux neurones puissent établir des connexions. C'est ça l'essence. C'est ça quand on dit qu'il n'y a plus de connexion, c'est là qu'il y a un gros problème. Exactement. Ouais. Si on interroge une souris sur un souvenir nouvellement formé, entre guillemets, bien sûr, on voit que ces nouveaux neurones sont activés. Ils sont utilisés
préférentiellement pour le codage de nouvelles informations et encode donc aussi une information sur la date où se forme ce souvenir. Chez les souris âgées, normales ou modèles d'Alzheimer, la production de nouveaux neurones continue, mais leur maturation est plus lente. Par ailleurs, on a démontré qu'un cerveau stimulé tout au long de la vie développe un meilleur réseau neuronal. Ça, c'est intéressant. Et une plus grande plasticité cérébrale qui lui permet de compenser plus facilement et plus longtemps les effets du vieillissement cérébral. Se sentir entouré, inclus dans un réseau social riche, a clairement un effet bénéfique dans la prévention du déclin cognitif. Et comme tu l'avais déjà dit auparavant, de se garder toujours aussi un peu dans l'insécurité, dans le sens de toujours apprendre des nouvelles choses, de forcer son cerveau de ne pas retomber dans la paresse, en fait. Parce que le cerveau accumule ou, je dirais, tisse de nouveaux liens. Oui, et forcé jusqu'à la fin de la vie. C'est ça. L'effet protecteur de l'activité physique aussi d'une alimentation saine ont aussi été démontrés. Parmi les facteurs associés à un vieillissement cognitif accru, les pathologies cardiovasculaires, le diabète, l'hypercholestérolémie, l'hypertension qui abîme le cerveau. L'effet du placement en institution fait actuellement l'objet d'études. Souvent consécutif à un déclin cognitif avancé, il semble qu'il puisse aussi contribuer à celui-ci, d'où l'enjeu que constitue le maintien à domicile. Donc, oui, effectivement, c'est toujours mieux pour la personne. Elle va se sentir mieux. C'est tout un autre débat qu'on pourrait faut toujours se garder en forme son cerveau. Et forcer notre cerveau de pas de rester dans une autre zone de confort, en fait, faire quelque chose. C'est un peu comme un muscle. Comme un muscle physique, d'une certaine façon. Merci beaucoup, Pierre, pour ce sujet. Merci, Ghislain, pour ta participation. On continue en chanson à Folie douce. Jeudi passé, encore la même histoire. Ça, je t'ai promis, quand je réservais un soir. Y'a beaucoup de route à faire, c'est pas comme l'année dernière. Quand je t'ai dit que mon cœur resterait avec le tien. Que je t'aime puis je peux pas l'être là. T'as mal à dire. Notre amour se tient par le fil de téléphone. J'écoute ce que tu penses. C'est vraiment pas comme ça. J'ai les matins que je sais pas où je m'en vais. Je te donnerai mes nouvelles. J'ai vraiment plus quoi dire. Je resterai fidèle en visant mon point de mire. Puis ça me t'arrive là. Que je t'aime puis je peux pas l'être là. T'as mal à dire. Notre amour se tient par le fil de téléphone. Ça tourne en rond. Je vois les yeux dans ta tête disant c'est beau à dire. Ouais non quand t'arrives. Ouais quand j'arrive. Et je vais jamais assez longtemps. Ouais quand j'arrive. Et je vais jamais assez longtemps. Puis ça t'aurait bien que je t'aime puis je peux pas l'être là. T'as mal à me dire. Notre amour se tient par le fil de téléphone. Notre amour se tient par le fil de téléphone. Notre amour se tient par le fil de téléphone. Notre amour se tient par le
Folidouce est disponible pour écoute sur YouTube. Cliquez sur le lien sur notre site web antenne.qc.ca. Quelques secondes pour terminer ce rendez-vous de Folie douce avec Ghislain Malo ici présent. Oui. On va y aller avec la nomenclature des chansons, votre choix musical à Pierre et à toi. Oui. On a commencé en fait l'émission au tout début avec Carnaval. Oui, de Sarah Bourdon. Oui, on a pu entendre Another Eternity. De Purity Ring. Oui, on a entendu en deuxième demi Béatitude. Oui, de Daniel Bélanger. Et à l'instant, Fil de téléphone. Oui, du groupe Les A-Babies. Ben voilà, merci beaucoup pour votre choix musical. Merci Pierre pour la mise en onde. Bienvenue. Merci également pour ton sujet au bloc Espresso et à l'Espresso allongé. C'était Parlons Neurones, très encourageant, les recherches qui se poursuivent et puis les prochaines années, on va certainement avoir encore de belles découvertes. On a reçu, en fait, en début d'émission, notre première invitée, Raymonde Saint-Germain, protectrice du citoyen du Québec. Elle nous a expliqué comment ça fonctionnait, le protecteur du citoyen. C'est un service qui est à connaître et qui est à utiliser surtout donc pour les gens qui ont différentes problématiques. Notre chroniqueuse était aussi des nôtres, F. Cardinal. Elle nous a proposé le trouble de personnalité limite. Alors tout ça dans le menu de Folie douce, c'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie douce. Au revoir. Bop